Oui, bonjour. Une fois de plus, vous êtes sur Jumbo Radio Scotland. C'est votre émission favorite hebdomadaire. Nous sommes sur Let's Talk About It. Parlons-en. Alors, comme à l'accoutumée, d'habitude, nous sommes nombreux dans ce studio. Aujourd'hui, malheureusement, je suis seul. Seul pour la simple raison que Guy ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'il a une petite réunion politique. Donc, il sera là la semaine prochaine. Mais, comme vous le savez, le sujet d'aujourd'hui est hyper passionnant, hyper intéressant, parce que nous allons nous intéresser à la médecine. Alors, aujourd'hui, les questions, le sujet, vous l'avez déjà, mais je veux le reprendre. Il s'agit de regarder, de se poser des questions par rapport à la médecine traditionnelle et à la médecine moderne, dite moderne. Donc, comme vous le voyez, vous l'avez constaté, nous n'avons pas posé de problème comme de concurrence, en termes de concurrence ou en termes de qualificatifs négatifs ou positifs. Nous allons essayer de voir si les deux sont complémentaires, s'il y a une qui vient avant l'autre, si effectivement, alors elles sont tout à fait différentes. C'est-à-dire, nous allons essayer de creuser davantage et aujourd'hui, nous avons la chance, l'opportunité d'avoir un scientifique que nous avons cherché parce que c'est important. Lorsque nous parlons de médecine, c'est important de s'adresser aux personnes qui savent de quoi il s'agit. Donc, nous avons aujourd'hui en studio, il n'est pas en studio, mais il sera avec nous via la magie de la télécommunication. Il sera là, je pense qu'il est déjà au téléphone. Il s'agit de Monsieur Junior Nsompi. Alors, bonjour Junior, comment vas-tu? Ouais, bonjour. Michel, ça va? Et vous? Je pense que vous portez bien. Bon, non, on se porte bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne fait pas très beau sur Glasgow. Il y a juste quelques petits rayons là qui apparaissent et disparaissent. Bon, c'est les courses. Chez lui, il ne fait pas tous les jours beau. Donc, on dirait que c'est du beau temps. Il n'y a pas de pluie, donc ça va. Alors, Junior, tu sais, c'est vrai, aujourd'hui, nous allons parler de science et je crois que c'est ton... Bon, peut-être, ce qu'on va faire dès le départ, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que ce n'est pas la première fois que tu es avec nous, mais bon, peut-être on a des nouveaux auditeurs, donc il sera question que tu te présentes rapidement. Mais sinon, avant ça, on a le coutume de poser la question de savoir, y a-t-il un sujet qui t'a marqué dans la semaine, ou alors un sujet qui te tire le pin, qui t'énerve, et puis on fait juste rapidement, et on discute, et puis après, on passe aux choses très importantes. Ouais, je me présente. Moi, c'est Junior Sumpi, spécialiste en biochimie. Et j'évolue maintenant, je travaille pour le National Health Service. Et personnellement, je suis passionné de la science. Et pour dire, je m'a vraiment intéressé cette semaine, c'est juste ce que nous parlons tous de inflation rate qui a augmenté. Et ça nous donne tous des calculs. Essayer de voir un peu comment nous allons nous adapter avec la hausse des prix et tout. Bon, Tout à fait. c'est la vie. Ouais. Ah ouais, comme il dit, il faut s'adapter parce qu'effectivement, nous avons des hausses de prix dues, le plus souvent, on attribue ça à la crise russo-ukrainienne. Donc, tout a augmenté sur le marché, les factures d'électricité, les factures d'eau, ça devient un peu terrible là. Bon, nous en Écosse, par contre, c'est bien, on ne paye pas l'eau. Donc, on ressent ça juste sur nos factures d'électricité. Donc, Ok, c'est oui, oui, très chez nous, bien. ça va. Ça va. Mais bon, le coût de la vie augmente. Donc, quelque part, bon, ce n'est pas très intéressant, mais bon. Bon, moi, ce qui m'a marqué, je pense que ça a été couvert. Il y a beaucoup de sujets, mais bon. Euh, Nous, on aime la politique ici, donc on regarde toujours la politique. Donc, ce qui nous marque et ce qui nous dérange un peu. Là, on a regardé la politique africaine. On a constaté que ça fait plus de 40 ans que l'ONU est au Congo et on ne sait pas Ouais. pourquoi ils sont là. Il y a toujours de morts et beaucoup plus de morts. Et on constate que Ouais. là, il y a un rapport qui attribue effectivement les attaques aux pays voisins, le Rwanda. Bon, Ouais. ce qui nous concerne, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, mais si c'est vrai, quel est l'objectif? Et il est question de savoir
entre nous Africains de pouvoir travailler ensemble pour, il faudrait qu'on soit peut-être unis pour qu'on puisse avancer. Donc, on ne va pas tirer sur les autres, mais nous, on pense qu'il est question que nous-mêmes, déjà, on puisse faire un travail perso, parce que c'est entre nous. Et s'il y a des soucis entre nous, alors que les deux présidents se retrouvent et discutent entre frères, et l'affaire est résolue. On ne va pas commencer à se tuer pour ce qui nous appartient, parce qu'en fait, ça nous appartient. Ce sol, c'est pour nous. Donc, c'est question de devenir, d'élever le niveau et de grandir et dire, bon, voilà, ça fait 50 ans que nous croupissons dans la misère, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, là on va parler de science, comment développer des capacités, développer, comment on dit ça, le désir, la volonté, que les jeunes puissent s'intéresser à la science, qu'on aille chercher la science dès l'école primaire, c'est un peu ça. Il faudrait qu'on essaie de pousser cette réflexion juste à ce niveau-là et qu'on laisse un peu ces batailles de guerre entre deux pays frères voisins. Donc c'est ce qui nous a intéressé, moi personnellement dans la semaine. Hein. Le reste, il y a beaucoup d'autres activités, mais bon, ça c'est... Moi, je regarde beaucoup ce qui se passe sur le continent. C'est très bien. D'accord. Alors, comme tu l'as vu, le sujet, on est tous d'accord. On a essayé de ne pas le poser en contradiction. Hein. On a essayé de faire tout pour que ce soit un sujet plus éducatif, parce que c'est ça qui est important pour nous. Donc, c'est la raison pour laquelle tu es là. Donc, il sera question... Peut-être si tu veux, parce que bon, je suppose que tu es un scientifique, donc tu peux bien parler aisément de la médecine traditionnelle comme de la médecine dite moderne. Donc peut-être si on va sur un travail beaucoup plus méthodologique pour ceux qui nous écoutent, ça dépendra de toi, mais moi je préférerais peut-être qu'on essaie de regarder quels sont par exemple l'origine de la médecine traditionnelle, les avantages que ça pose, et peut-être regarder la médecine dite moderne, et à peu près on peut faire l'historique hein, si tu veux, mais sinon on peut couper très rapidement en disant que c'est peut-être beaucoup de choses sont passées lors des premières et deuxième guerres mondiales parce qu'il fallait effectivement sauver des gens. Mais on peut passer rapidement, ça dépendra, mais c'est juste déjà pour savoir, parce qu'il est question qu'on sache quand même d'où vient cette médecine-là. Est-ce que la médecine moderne, en fait, tire ses fondements de la médecine traditionnelle? Parce que moi, je regardais, par exemple, je ne sais pas si tu la connais, Margaret Chan, le docteur Margaret Chan, donc c'est une Chinoise, hein, qui, je pense qu'elle travaille pour, je ne sais même plus quel organisme là, mais elle était en train de mettre en avance, par exemple, la médecine chinoise. On parle de la médecine moderne, mais elle disait que la médecine chinoise, par exemple, aujourd'hui, a montré, médecine traditionnelle chinoise, a montré ses capacités. Donc, il n'est pas question de dire aujourd'hui de rejeter toutes en disant la médecine traditionnelle, ça ne vaut pas la peine. Je ne sais pas ce que tu penses. Non, effectivement, tu as bien parlé de... Pour définir la médecine traditionnelle, même nous devons toucher la médecine chinoise parce que c'est parmi les médecines qui sont les plus anciennes. Parce que la médecine chinoise a été établie pendant des milliers d'années. Yeah. Et ce qui vient avec cette médecine, c'est que maintenant nous parlons, il y a certains des principes qui sont reconnus par l'OMS et aussi ils ont fait l'approche qu'ils ont utilisée a été maintenant plus vers approcher à la médecine moderne. Parce que nous allons discuter dans cette émission, nous allons plus comprendre qu'est-ce que les Chinois ont fait pour que leur médecine traditionnelle se rapproche plus de médecine moderne. Et pour dire vrai, il n'y a pas vraiment l'historique de la médecine traditionnelle date de milliers d'années. La médecine chinoise, ils se sont basés sur certains principes comme, par exemple, comme pour essayer d'identifier les corps par rapport aux méridiens. Ils ont fait, ils ont map, comme je vais dire, excusez, il y aurait des mots en anglais, hein, parce qu'en fait, il y aura des mots qu'on peut utiliser en anglais, que c'est là qui ne comprennent pas l'anglais et qui m'expliquent peu. Ils ont essayé de mapper les corps. Ils ont cartographié, si on peut dire ainsi. Ils ont cartographié ça sur des maps de méridiens. Et ces méridiens-là, ils se sont basés sur ce qu'on appelle le Qin. C'est juste comme une énergie qui est
qui circule, quoi. Et cette énergie a de différents points dans le corps, ou lorsque le corps ne va pas bien, ça veut dire que ce team-là ne circule pas bien. C'est ce qui m'a amené, c'est que nous voyons les gens font dans l'acupuncture. Oui. Et ils utilisent ça pour essayer d'identifier certains points dans le corps où il y a des malaises, où il y a certaines douleurs. Et c'est par rapport à la médecine chinoise, c'est basé. Et ils ont tellement eu des années qui sont des livres, essayer de maintenir leur culture, au point où maintenant, là, ils s'approchent plus de la médecine moderne. Bon, s'il faut le dire, la médecine traditionnelle, ils ont utilisé l'approche différente qui est de bouche à oreille. C'était passé des ancêtres aux enfants et tout. Bon, on n'a pas vraiment une structure décomptée à ce niveau où nous perdons, je ne dis pas dans tout. Attends, Junior, on a un petit Oui, problème de communication avec ta ligne. ok, Saute un tout petit peu. Donc, je ne sais pas si on peut te donner quelques minutes pour que tu fixes ça. Pendant ce temps, nous, on va essayer de continuer un tout petit peu. ok. Mais c'est juste qu'il y a de temps en temps, c'est comme s'il y a des interférences. Donc, on t'entend un mot sur deux, Ok. juste pour voir si on peut fixer ça entre temps. Mais sinon, moi, j'étais en train de. Je vais continuer en disant que ce que Junior explique, c'est bien. Le docteur Chan, effectivement, elle est directrice de l'OMS. Donc, la médecine chinoise, comme il expliquait, a une longue vie, une longue expérience. Ce qui fait aujourd'hui, parce que ce qu'on dit sur la médecine en fait traditionnelle, c'est qu'elle soigne tout, étant que la médecine moderne est beaucoup plus spécifique. Alors, ce que les Chinois ils apportent avec, comment on appelle ça, l'acupuncture, c'est la médecine avec des aiguilles là, c'est en fait, comme il disait, c'est une ligne qui est faite, qui est déterminée, qui nous permet de savoir que si le corps, par exemple, répond d'une certaine manière, on peut déterminer que oui, là il y a une maladie, il y a un problème, et en ce moment-là, on peut cibler un point précis, question de pouvoir régler, juguler en fait le mal. Donc en fait, cette longue expérience a permis à la Chine d'arriver à ce niveau-là qui leur permet aujourd'hui dans le corps de cibler des endroits précis et de soigner ces endroits-là en utilisant donc des outils qu'ils ont en leur possession. Donc c'est un peu ça peut-être. Bon, Junior va clarifier si j'ai été clair, si je n'ai pas dit des choses qui ne sont pas correctes, parce que ouais, je ne suis pas scientifique, hein, mais bon, j'espère que c'est ça. Hein. Oui, oui, En grande partie, effectivement. j'ose espérer que j'ai essayé de clarifier. Non, mais je crois que tu as bien donné l'explication et je crois que c'est très bref et nous ne pourrons pas aller dans des mots scientifiques. Simplement, ce que tu as dit est vrai et certainement que c'est ça la grande différence en fait. La médecine chinoise, ils ont eu un temps vraiment à bien identifier certaines parties du corps et qui ont été très étudiées dans des années et documentées et structurées. C'est ça Voilà. vraiment qui a fait la force. Et comme je disais avant, contrairement à la médecine traditionnelle africaine, nous n'avons pas eu vraiment cette chance de structurer ça et de documenter ça. Ce qui fait que ça, nous perdons cette force-là et nous perdons aussi cette approche avec la médecine moderne, en fait. Tout à fait. Donc là, si on t'entend pour l'instant, on peut déjà anticiper en disant que l'avantage de la médecine moderne, c'est qu'elle est structurée, qu'elle est codifiée, qu'elle est, qu'elle est documentée. Et sinon, Ouais. et c'est ça la grande différence avec la médecine dite traditionnelle. C'est bien ça. Bon, ça c'est en bref, parce Oui, que oui. si je dois expliquer à nos auditeurs, parce qu'il faut essayer de voir un peu pourquoi la médecine moderne, quels sont les principes en fait. Pour bien l'expliquer, c'est que quand nous prenons un médicament, nous avons deux principes en fait. Ce qu'on appelle Pharma. la pharmacodynamique et la Mhm. pharmacokinétique. Le pharmacokinétique, c'est ce que ton corps fait dans ce médicament que tu prends. Quand tu prends un médicament, La ça réaction. se modifie. Et le médicament est modifié, ces molécules qui est entré dans ton corps est modifié pour essayer de travailler dans ton corps en fait. Ton corps Mhm. aussi affecte les médicaments. Et la pharmacodynamique, c'est ce que le médicament fait à ton corps, c'est l'opposé. Donc le médicament, quand tu le prends,
ça doit essayer d'avoir des récepteurs dans ton corps pour essayer de t'absorber et faire l'activité, le travail que tu dois faire. Mais la médecine moderne, nous devons maintenant avoir ce qu'on appelle l'intervalle thérapeutique. Et cet intervalle thérapeutique doit maintenant nous aider à voir les effets positifs du médicament et essayer de voir les toxicités du médicament. Et nous devons limiter les dosages sur cet intervalle thérapeutique. Ouais. Bon, la médecine traditionnelle, au contraire, on n'a pas tous ces tout-là pour essayer de voir quels sont les intervalles thérapeutiques parce qu'il y a beaucoup d'actifs qui ne sont pas identifiés, mais qui travaillent en synergie. Ça veut dire qu'il y a tellement d'autres produits actifs et ça travaille ensemble. Et ce n'est pas spécifique, en fait. Donc, c'est ça le souci qui fait la guerre, pas la guerre, mais qui fait qu'on n'arrive pas à mettre ces deux médecines ensemble. Parce que quand tu parles traditionnel, on voit qu'il y a des produits actifs qui ne sont pas vraiment identifiés et qui ne sont pas spécifiques. Ouais. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je souhaite rappeler que vous pouvez effectivement nous contacter au numéro qui s'affiche sur vos écrans. Il s'agit du 07 542 00 28 91. C'est-à-dire 07 542 00 28 91. Ou alors, vous pouvez nous contacter sur les pages Facebook. Ou alors par chat, vous pouvez nous envoyer des messages, il n'y a pas de souci. C'est que nous on fait en fait lorsque on a quelqu'un qui travaille sur son domaine, on fait la première partie, elle est beaucoup plus éducative, instructive, et la seconde partie, vous pouvez effectivement nous poser vos questions. Donc elle sera ouverte aux questions lorsque nous allons nous lancer dans la deuxième partie. Mais pour l'instant, on essaye de comprendre à peu près qu'est-ce que la médecine traditionnelle, quelles sont les spécificités de cette médecine-là et quelles sont peut-être les différences avec la médecine dite moderne. Donc, c'est un peu peut-être un problème de méthodologie, c'est peut-être un problème de documentation, parce que quand on parle souvent de l'écriture, hein, c'est la même chose. On sait qu'elle est née en Égypte, mais on l'a jamais codifiée, donc elle ne peut pas nous appartenir. Donc, c'est autant de choses. Je crois que c'est ça qui revient aussi au niveau de la médecine. Donc, mais alors, moi, j'ai une petite question quand même. Hein. Avant, non, on va finir et puis on va poser des questions parce que là, c'est mieux que tu continues à nous expliquer ça. Alors, si on veut toucher à la médecine traditionnelle, quels sont les points importants, vitaux de la médecine traditionnelle? C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut, lorsqu'on parle de médecine, qu'est-ce qui peut nous dire? Là, c'est la médecine traditionnelle et c'est important parce qu'elle a montré ses preuves, par exemple. Il faut ça prend vraiment beaucoup de choses. Ça prend des traditions, ça prend certaines qu'on appelle des procédures que les gens font. Par exemple, il y a certaines croyances et certaines croyances qui sont basées sur certaines plantes et aussi certains produits des animaux. Et ce n'est pas seulement prendre un produit, mais aussi il y a certaines routines ou bien ce qu'on appelle, comme la médecine chinoise par exemple, il y a des danses, il y a des mouvements, il y a certaines façons de faire des choses qui font qu'ils croient qu'en faisant ça, cela t'amène à avoir un corps qui est sain, un corps qui fonctionne bien. Donc, il y a beaucoup de pratiques. Donc, il ne faudrait pas isoler les pratiques et les croyances. Parce que nous ne parlons pas seulement d'un produit, mais il y a aussi des pratiques qui sont faites dans la médecine traditionnelle qui font que les gens, en faisant ces pratiques-là, ils se disent, bon, ça peut guérir telle sorte de maladie. Ouais. Donc, si nous globalisons tout ça, ça veut dire que c'est énorme. Il n'y a pas qu'à identifier des plantes ou des produits, il faut aussi dire qu'il y a des croyances et des pratiques. Donc, c'est un peu ça. Ça englobe un peu tout, quoi, en fait, en médecine traditionnelle. D'accord. Alors maintenant, essayons de parler de la médecine dite moderne. Alors, qu'est-ce qui fait sa force et qu'est-ce qui peut faire aussi sa faiblesse? Ce qui fait la force de la médecine moderne, c'est la spécificité, parce que d'abord, la médecine moderne, comme je dis au départ, nous étudions les intervalles thérapeutiques d'un produit et nous devons isoler la toxicité pour voir quels sont les effets secondaires et qu'est-ce qui peut causer comme produit toxique. Et comme je l'ai dit, nous allons étudier la pharmacokinétique, nous allons étudier ce que le corps fait à ces produits-là et la pharmacodynamique aussi.
Et aussi le temps que ça prend pour qu'un médicament soit consommé, soit utilisé. Ça veut dire que ça doit passer par des étapes qu'on appelle medical trial. Et la force de cette médecine, c'est que nous devons avoir des théories qui doivent être vérifiées et vérifiées. Donc il y a une thèse, il doit être vérifiée par des scientifiques afin que nous puissions être rassurés que ce produit va résoudre tel genre de maladie ou bien aider tel genre de conditions. Ouais. Ouais. La force, c'est cela. Mais la faiblesse de la médecine moderne, c'est le coût que ça prend. Parce qu'il faut le dire, pour prendre le temps de faire ces recherches-là, il y a des coûts financiers. Et ces coûts-là fait qu'il n'y a pas, la médecine moderne n'est pas accessible à tout le monde. C'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avoir la facilité de se procurer de certains produits par rapport au coût, parce que ça a pris du temps et ça a donné, il y a beaucoup de recherches qui ont fait que le prix ne peut pas être à la portée de tout le monde. C'est ça la faiblesse en fait. Et aussi, il faut le dire, c'est une médecine qui évolue. En fait, aujourd'hui, nous avons vu, il y a Donc, dynamique. l'automatisation, le robotique qui est en train de prendre certaines ampleurs. Et il y a maintenant des robots qui sont dans des opérations et tout. Nous voyons que c'est plus automatisé. Et nous voyons maintenant que même ceux-là qui connaissent Alexa ou Google, tu peux facilement utiliser l'ordinateur et non pas les humains deviennent de moins en moins utilisés parce qu'il y a des softwares qui sont bien précis dans certaines choses. Donc, c'est aussi cette faiblesse parce que nous voyons que plus que l'automatisation augmente et l'intelligence artificielle aussi prend de l'ampleur, de moins les humains commencent à avoir plus d'intelligence pour faire certaines choses. Donc ça, c'est un risque dans le futur en fait. Donc, je crois en bref, pour certains points vraiment qui sont essentiels pour les avantages et les avantages de la médecine moderne. Quoi. Alors là, effectivement, Junior, on a épuisé la première partie. Donc, on a essayé d'expliquer ces deux, ces avantages, hein, de ces deux avantages et inconvénients hein, de ces deux médecines. Alors, on va passer à la seconde partie. Et ce sera une partie bon, dédiée aux questions. Il y en a déjà, mais je préfère que, bon, je sais pas si, je crois que notre ligne a des problèmes aujourd'hui, d'après ce que les gens disent. Donc, on n'aura pas d'appel, apparemment, parce que ça passe pas. Donc, on aura sûrement des questions qui vont arriver en thème vous pouvez aussi les envoyer à ce numéro-là. Donc, le 07 542 00 28 91. Mais il y a des questions qui commencent à tomber. Alors, moi, je vais ouvrir quand même le bal avec la première question. La médecine moderne, elle se base bien la plupart du temps des plantes. Est-ce que c'est pas vrai? Oui, il faut le dire. Il y en a des produits synthétiques qui sont fabriqués partiellement de base de plantes. Il y a d'autres qui viennent de base. Je peux donner l'exemple. La morphine a été créée par partir de plantes tropiques. C'était en Allemagne. Et nous avons tant d'autres, par exemple la quinine, la chloroquine a été créée par rapport à cette plante-là, quinine. Et il y a tant d'autres aussi. Nous allons parler de l'artémise. Je ne sais pas si vous avez l'artémise qui est un produit que Oui. nous connaissons tous. Et c'est là, vraiment pour contre malaria, c'est encore parmi des médecins traditionnels qui font trop la guerre parce qu'il y a beaucoup de produits actifs qui sont très importants et qui sont très effectifs en fait. Donc il y a tant de médicaments modernes qui sont produits à base de plantes. D'accord. C'est tout à fait normal. Alors, on va lire la première question, hein, parce que... Alors, elle est plus simple. Je vais commencer par celle-là. Alors, la question Ludo. Il dit pourquoi donc tant de polémiques entre médecine moderne et médecine traditionnelle. Il n'a pas trop entré dans la question est trop simple. Pourquoi trop de polémiques donc, entre la polémique qui est toujours peut-être je peux dire à la base de tout ça, c'est les produits actifs. Comme je l'ai dit, les plantes ont beaucoup de produits actifs. Une plante comme l'artémisia, par exemple, ça a des actifs qui sont énormes. Par exemple, il n'y a pas que... On doit isoler d'abord certains des produits, voir un peu quel genre de toxicité ça peut causer.
Mais quand nous prenons maintenant les gens qui prennent des plantes, comme mangent, ou bien ils le boivent, ou bien ils bouillissent, ou quoi, il faut dire quand une plante est consommée, les molécules sont différentes qu'une plante qui a été bouillie ou séchée, ou peut-être dans de températures extrêmes. Parce que les molécules changent de configuration par rapport à leur température, à la façon qu'ils sont conservés. Ben, le polémique, c'est que le produit traditionnel, les gens ne prennent pas trop ça dans cet angle-là. Ils prennent un produit, il a été conservé dans quel genre de température? Il a été préservé comment? En fait, vous ne savez pas quel genre de produit toxique pourrait être créé juste parce que vous n'avez pas utilisé ça selon les normes. Donc, cela fait qu'il n'y a pas beaucoup de spécificité, en fait. Il n'y a pas dans ce que nous prenons, en fait. Et malheureusement, quand nous prenons ces produits, ça peut être des effets qui ne sont pas connus. Par rapport à quoi? Par rapport à les molécules qui sont actives dans ces produits-là. Donc, c'est pour cela qu'on n'arrive pas à le faire, ne pas isoler les deux, pour ne pas causer d'autres problèmes. Parce que dans les produits chimiques, ils vont dire tout ce qui est comme compound or molécule, ça peut jouer comme on appelle ça en anglais inhibitor ou bien inducer. Ça peut soit empêcher le bon fonctionnement de certaines choses ou ça peut aussi stimuler d'autres choses. Corps fonctionne de cette façon-là, donc nous ne savons pas encore que lorsque vous prenez un produit, ça peut être peut-être en train d'empêcher que le sang circule proprement ou bien peut-être ça peut stimuler des sortes d'autres choses. Et c'est là maintenant le grand souci entre ces deux médecines-là. Donc c'est pour ça que cette polémique continue et nous préférons ne pas utiliser ces deux médecines au même moment. Alors, on a une deuxième question, Marcel, qui dit est-ce que le problème n'est pas, n'est pas justement un problème de process, de procédure? C'est-à-dire, elle prend un exemple en disant que en Afrique, par exemple, lorsque vous avez travaillé la varicelle, lorsque vous avez travaillé la varicelle, de manière traditionnelle, on vous nettoie le corps avec une charge de canne à sucre. C'est-à-dire qu'on vous frotte le dos, on perce effectivement ces boutons-là. Or, ce qui est totalement interdit dans la médecine moderne. Mais d'après elle, elle dit que ça apporte beaucoup plus de preuves. Hein. Elle dit qu'après 3 jours, après 2 jours, pardon, lorsque vous avez suivi ce traitement-là, on vous trempe dans de l'eau, d'après elle, vous vous sentez très bien et vous êtes guéri de votre varicelle. Or, si vous suivez le processus normal, moderne, la varicelle part après au moins 5 jours. Donc, d'après elle, donc, elle pense que c'est surtout un problème de process, ou de processus et de méthodologie. Qu'est-ce que tu penses? Effectivement, elle a totalement raison. Elle a parlé du process et de méthodologie. Aussi, comme j'ai bien dit au départ, c'est aussi les effets secondaires. Quand vous prenez, par exemple, l'exemple que j'ai donné, l'artémisia, c'est absolument clair. Beaucoup de gens qui prennent ça, ils ont été guéris par la malaria. Mais le grand souci, c'est que la plante artémisia n'a pas que un produit actif contre la malaria. Ça a d'autres produits actifs qui ne sont pas identifiés. Et quand vous prenez la varicelle, par exemple, le process qu'ils disent là, quand vous grattez, est-ce que la canne à sucre, il n'y a pas de bactéries qui sont sur ce canne à sucre-là qui peuvent infecter l'enfant qui a la varicelle? Est-ce que cette canne à sucre que vous prenez, il n'y a pas d'autres composants qui sont peut-être la façon dont ça a été utilisé pour élever ou bien planter? Parce que nous disons, il y a des produits que les gens utilisent pour essayer de produire des plantations et tout ça. Est-ce que ces produits chimiques n'ont pas des effets sur la peau? Donc, il n'y a pas certaines informations qui sont bien identifiées pour qu'on se dise, oui, on utilise cela. Ce qui fait que ça peut marcher avec d'autres personnes et avec d'autres personnes, ça peut causer d'autres problèmes. Donc, le grand problème, ce n'est pas que ça ne guérit pas. Le grand problème, c'est qu'on n'est pas à mesure d'identifier le risque de certaines choses ou de certaines molécules qui sont attachées à ces plantes que nous utilisons dans la médecine traditionnelle. Alors là, je vais embrayer parce que là, c'est pas une question, mais ça vient de moi par contre. C'est une expérience. On a vécu le Covid qui a chauffé là. Et il y a beaucoup de pays se sont lancés dans la production des médicaments ou bien des substances
endogène qui Ouais. leur permet, effectivement, bon, d'après ce qu'ils disent, de juguler ou bien de soigner ou éradiquer le Covid. Alors, c'était en fait lors d'une émission de télévision que je regardais, au Cameroun en particulier, et il y a un médecin qui travaille, hein, aux États-Unis, et qui, parce qu'au Cameroun, il y a eu beaucoup de médicaments endogènes, hein. Il y a, pour ne pas faire la publicité, il y en a plusieurs. Et, Mhm. et les Camerounais, ils vont, hein, ils boivent ça et ils disent que ça soigne contre le Covid ou bien ça protège contre le Covid. Et elle Ouais. qui était en train de dire, bon, voilà, c'est scientifique, et c'est très simple, que ces médecins traditionnels-là qui soignent, parce qu'il y en a qui sont très bien connus, disent qu'ils soignent le Covid, qui nous disent combien de patients ils ont, ils ont reçu, combien de patients avaient le Covid, combien ils en ont soigné, combien en sont décédés, et à partir de là, on saura si oui ou non leur substance soigne. En fait, ça, je Ouais. rigole aujourd'hui parce que moi, je pensais fort dur, hein, à la médecine endogène et j'étais conscient que ça devait soigner. Mais d'après elle, c'est surtout de l'alcool que les Africains ingurgitent. Et elle ne pense pas que l'alcool soigne contre, contre le coronavirus. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Non, ben, c'est une question que beaucoup de gens posaient pendant cette période, parce que nous étions en train de résoudre un problème, un nouveau problème, parce que déjà, on n'était pas trop, on n'avait pas beaucoup d'informations causées et comment ça a évolué aussi. En fait, beaucoup de produits que les gens utilisent en Afrique, c'est des pour combattre ou bien améliorer les symptômes qui étaient liés à cette maladie. Par exemple, il y avait la fatigue, la toux, et tout ça, ça pouvait facilement être guéri. Ou bien, par exemple, si tu utilises le citron, le gingembre et tout, ça stimulait ton système immunitaire parce que la COVID était causée par le virus et le virus ne peut pas être guéri comme bactéries et tout ça. Donc, il faudrait se dire, on était en train de l'aider les symptômes. Et pour dire les symptômes de Covid, c'était plus le corps lui-même devait aussi combattre. Certains produits, c'est bien vérifié. Il y a des fruits, il y a des légumes, il y a certaines choses qui boostent notre système immunitaire. Et lorsque le système immunitaire est bien boosté, il peut facilement être en mesure de combattre. Donc, le grand problème n'était pas qu'on ignorait les Africains utilisaient, mais c'était juste pour savoir est-ce qu'on pouvait faire un vaccin. C'était juste qu'on n'avait pas Donc, l'approche de manière. C'était juste pas du tout. Le principe, c'était pas que la COVID devait être éradiquée. C'était juste pour empêcher qu'ils puissent se transmettre et causer des gens qui sont hospitalisés facilement. Donc, d'accord. c'est un peu ça. Ah, d'accord. Alors, bon, là, c'est une autre question qui arrive. Alors, peut-on avoir un produit fait en Europe et qui peut être utilisé en Asie et vice-versa et obtenir des mêmes résultats? Donc, je pense que la personne est en train de vouloir nous montrer que les contextes et l'environnement sont différents. Donc, d'après cette personne, ce qui est peut-être fait en Asie ne marchera peut-être pas dans un contexte européen et réciproquement. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, environmental factors sont les choses qui sont bien étudiées en médecine, parce qu'il faut le dire que nous qui sommes africains, nous vivons en Europe, nous ne sommes pas en mesure de dire que nous pouvons être différents des gens qui sont nés, bien grandis ici, parce que nous utilisons la même alimentation, nous avons le mode de vie, notre lifestyle, c'est la même chose. Donc il ne faut pas isoler le lifestyle des gens qui sont en Asie et des gens qui sont en Afrique. Par rapport à quoi? Par rapport au climat, par rapport à l'alimentation. Mais si nous prenons un produit, par exemple, qui est utilisé ici, ça dépend de quel produit. On dit les antibiotiques, par exemple. On ne peut pas dire que l'antibiotique fonctionne différemment ici ou bien en Afrique. Mais si on nous parlons de d'autres produits qui peuvent peut-être aider certaines autres maladies qui sont plus affectées par l'environnement, et effectivement, nous devons changer le contexte parce que ce n'est pas tout le médicament qui dépend de l'environnement. Et à certains qui doivent être à mesure d'être utilisés différemment par rapport à l'endroit où la personne se trouve et à l'alimentation. C'est pour ça que le lifestyle, on dit
On étudie toujours le lifestyle factor. Quand tu pars à l'hôpital, le médecin te demande est-ce que tu fumes, est-ce que tu bois de l'alcool, est-ce que tu pars à la gym. Tout ça, c'est pour avoir des données qui permettront que lorsqu'il va prescrire quelque chose, que cela puisse aller avec your lifestyle. Donc, depuis l'environnement, tu dis si ça doit être considéré. Donc, je ne crois pas que c'est un problème, c'est quelque chose qui est connu dans la médecine. On doit connaître certains facteurs pour essayer d'utiliser certains médicaments aussi. Mais il faut quand même qu'on accepte qu'il y a des maladies dites tropicales et qui Oui, peut-être ne peuvent être soignées avec des produits tropicaux. Moi, je ne sais pas. Ce n'est bon, pas dans ce effectivement, il y a sens-là. des maladies, il y a des maladies tropicales parce que nous disons par exemple de la malaria. La malaria n'est pas une maladie que nous connaissons plus ici. La malaria, ça a été pas éradiqué, mais les Européens trouvaient un moyen de ne pas avoir ça aussi comme en Afrique, mais par rapport au climat aussi, nous avons plus le paludisme. Mais il faut se le dire, quand je parlais de l'artémisia, ça n'a pas commencé en Afrique. Les Chinois, ils ont eu un projet qu'on appelait le projet 523. C'était en Chine pendant la guerre, je sais plus, je dis la date, mais c'était pour isoler le produit actif qui était dans l'artémisia. Ils ont isolé l'artémisine. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont compris qu'il y avait deux sortes. Il y avait l'artémisia qui était utilisé en Afrique, on appelait ça artémisia afra, et celui qui était utilisé en Asie, c'était artémisia annoise. Donc, les deux artémisia avaient certaines capacités de guérir de maladies différemment. Ouais. Donc, il y a des produits par rapport à l'environnement, par rapport au climat, qui sont plus adaptés dans certains pays africains. Il y a certains produits aussi qui sont plus adaptés à certains pays européens. Mais ce qu'il ne faut pas que nous puissions oublier dans cette émission, c'est que des approches, la médecine traditionnelle et la médecine moderne ne peuvent pas être utilisées au même moment. Donc les gens ne doivent pas mélanger les deux parce que ça peut poser d'autres complications. Il faut toujours aussi donner aux conseils aux gens comme je parle. Lorsque vous allez vers votre GP, pour ceux-là qui habitent ici en Europe, si vous prenez des produits traditionnels, essayez de leur parler de cela parce que cela peut contenir des molécules qui peuvent être Dangereuse. peut induire certaines toxicités dans d'autres produits qu'on nous donne ici. Il ne faut pas toujours garder ça parce que c'est connu que la médecine traditionnelle est utilisée. 80% des pays africains utilisent la médecine traditionnelle, là, si vous voulez dire. Donc, il faut être habitué de parler ça à ton médecin. Sinon, il y aura d'autres complications que ça sera difficile d'identifier. Et il faut être à l'aise de parler et de dire clairement quel genre de produits vous utilisez. Il y a beaucoup de produits qui sont isolés, qu'on connaît déjà, que les Africains utilisent, qui peuvent aussi être habitués, votre médecin, votre GP, de faire une prescription un peu différente. Sinon, ça peut causer des complications. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Donc, en résumé, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas utiliser les deux types de médecine au même moment. Donc, Oui, elles sont beaucoup plus peut-être complémentaires, mais pas ouais. associées simultanément. Ça peut causer effectivement d'autres Ouais. soucis. Alors, il y a une autre question. Donc là, je vais juste. Il faut consulter un professionnel de santé et Mhm. même pas pour la médecine moderne. La médecine traditionnelle aussi, comme la médecine chinoise par exemple, il y a des gens qui sont bien adaptés et qui sont bien instruits quand ils donnent même ce traitement C'est traditionnel. traitement traditionnel. Malheureusement, nous, on fait le self-medication. Et self-medication n'est pas vraiment, non, n'est pas conseillé en fait. Tout Quand à on te fait. donne un produit, consulte quelqu'un, même le traditionnel, les gens qui sont à mesure de voir toutes ces choses-là, il faut leur dire, bon, je prends cette plante, qu'est-ce que je peux essayer un peu d'apprendre, quoi. Ne Tout prends à pas ça fait. pour toi-même, bien, ce sera un peu très dangereux. Ouais. Alors, j'ai une question, elle est beaucoup plus, je pense qu'il n'a pas signé, il n'a pas vu son nom. Et dit, alors je vais la lire quand même, hein, je l'ai recopié là. OK. Est-ce que tout ceci n'est juste pas un problème d'enjeu économique entre les Occidentaux et les Africains? Parce que pourquoi reconnaître, pourquoi penser que la médecine africaine ou alors traditionnelle n'est peut-être pas meilleure, surtout que la médecine chinoise a montré son efficacité. Donc voilà la question. Mais je pense qu'on a déjà touché un peu à cette réponse, à cette question aussi. Mais c'est une question qui vient juste d'arriver. Mais c'est clair, je l'ai dit au départ, nous avons un problème de Voilà. financement pour notre métier traditionnel et nous avons un problème de structuration et nous avons un problème de documentation. Ce qui est vrai,
La médecine chinoise, déjà 2015, je l'ai dit au départ, l'OMS a reconnu certaines de leurs pratiques. Et comme nous savons tous, l'acupuncture, c'est utilisé. Et pourquoi? Parce qu'ils ont démontré qu'il y a certains méridiens dans le corps où lorsqu'ils mettent tous ces aiguilles-là, ça fait que le corps fonctionne normalement. Donc, le problème de l'Afrique, c'est que nous n'avons pas pu financer nos médecines traditionnelles et nous n'avons pas pu structurer ça. Nous avons rendu ça plus des choses qui sont plus des gens qui font le self-medication, qui n'est pas conseillé. Donc, vous partez en Afrique, on vous donne des racines, vous prenez, et on vous dit, bon, prenez ça, ça va t'aider à ça, à ça. Bon, qui a pu documenter ça et combien de temps tu dois prendre ça? C'était conservé. Comment est-ce que la température peut affecter les molécules dans ce que tu prends? Vous voyez que maintenant, là, je peux dire en passant, il y a des gens qui utilisent des stimulants sexuels et tout, et certainement, ils utilisent ça et ils disent, bon, ça nous donne la force et tout. Bon, est-ce que vous savez que en utilisant ça à long terme, il y a une dépendance qui pouvait créer? Est-ce que ces stimulants-là que vous utilisez, ça ne peut pas amener des problèmes si tu as l'hypertension, si tu es diabétique, si tu as des problèmes? Donc, nous devons comprendre un peu, la médecine traditionnelle peut aller de pair avec la médecine moderne, que si nous nous informons et tu informes ton médecin. Parce que si tu es hypertendu, tu as le problème de diabète et tu utilises des produits, des stimulants, cela peut affecter tes reins, ça peut affecter tes tensions artérielles et tout. Donc, il y a certaines choses que nous ne maîtrisons pas et nous n'avons pas de structure, même en Afrique, pour nous donner tant des informations. Donc, c'est ça les grands soucis. Il n'y a pas la guerre entre les Européens, mais il y a seulement le souci que l'Africain, nous-mêmes, devons structurer notre métier traditionnel et rendre ça plus documenté pour qu'on utilise ça de mieux. D'accord. Donc, si par exemple, alors il y a quand même un sujet, il y a quand même, bon, c'est quelqu'un qui nous a envoyé ça, mais bon, je pense pas que c'est une bonne question. Il était en train de dire, c'était que si vous, par exemple, vous arrivez d'Afrique avec la malaria, vous avez beaucoup plus de chances, vous arrivez en Europe, ici, vous avez beaucoup plus de chances de mourir de cette maladie-là en Europe que de mourir de cette maladie en Afrique. Parce que, d'après lui, nous avons déjà, nous savons quoi faire, quoi prendre. Et c'est bon, c'est pour ça que j'ai dit que c'est pas une bonne question, parce que tu parlais de self-medication, donc ça, il ne faut pas, en fait, vous-même décider de ce que vous devez boire ou pas, ou prendre. Mais c'est ça qu'il est en train de dire, qu'on est déjà tellement habitué à savoir que, bon, pour soigner le palu, il faut boire peut-être des quinines. Donc, les gens, effectivement, ils boivent leur quinine. Donc, il était en train de dire que si tu arrives en Europe, le plus souvent, tu es obligé de te faire expédier ces produits d'Afrique, sinon tu peux effectivement mourir. Qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est tout à fait normal. Pourquoi l'AIA peut poser problème ici? C'est pas une maladie qui est, on peut dire, c'est pas une common disease. C'est une maladie qui est courante ici. Désolé. Et pourquoi? Parce qu'il y a certaines maladies qui sont graves, qui sont aussi avec des symptômes de malaria. Donnons l'exemple, par exemple, de l'Ebola. Vous voyez que si quelqu'un vient d'Afrique, d'abord, s'il a déjà des symptômes de la malaria, ça pose déjà problème à commencer à soupçonner l'Ebola. Et nous qui travaillons dans le laboratoire, nous savons pourquoi, parce qu'il faut d'abord essayer de faire des tests qui sont plus approfondis pour comprendre qu'il y a que la malaria, il n'y a pas l'Ebola. Pourquoi? Parce que l'Ebola, c'est très contagieux et c'est une maladie qui est catégorisée à catégorie 3. Vous voyez que c'est juste par rapport aux précautions qui font que nous puissions d'abord comprendre si c'est la malaria ou c'est d'autres choses pires que ça. C'est parce que le système médical de pays qui sont développés, ils aiment ici avoir un database pour essayer d'isoler toutes ces maladies qui sont contagieuses, qui viennent d'autres pays. C'est pour ça qu'ils ont fait cette peur-là, essayer de mettre les gens en quarantaine, identifier le problème, et lorsqu'ils sont rassurés que c'est ces maladies, ils se peuvent soigner. Mais s'ils savent qu'il y a d'autres choses, ils doivent isoler encore parce que d'une part, ils ne peuvent pas que ça puisse contaminer. Il faut avoir des cas de maladies qui sont isolés, qui commencent à créer d'autres si, c'est pour ça, c'est un peu ça. Mais c'est pas que c'est un problème grave ou quoi, mais c'est juste par rapport aux symptômes que c'est la pose. La malaria pose des symptômes qui sont similaires à l'Ebola. À d'autres maladies. Alors, il nous reste à peu près 10 minutes, 9-10 minutes. Alors, on est en train de tirer vers la fin. Mais ce que moi, je peux retenir de là, je vais essayer de retenir pour tous ceux qui nous écoutent, ou bien ceux qui ont pris le programme en route. On était en train de regarder, on travaille sur
on discute hein, sur la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Alors, on a essayé aujourd'hui de démontrer que il n'y a pas elles peuvent travailler, elles peuvent être de pair, mais il est important que, par exemple, si vous utilisez la médecine traditionnelle, lorsque vous allez voir un médecin qui est dans la médecine moderne, de lui dire ce que vous êtes en train de prendre. Parce que c'est Ouais. important qu'il sache ce que vous avez pris avant pour pouvoir vous prescrire autre chose. Donc ça, c'est un truc. Et en fait, même si vous êtes même dans la médecine traditionnelle seulement, lorsque vous quittez d'un produit à un autre, il est important de dire au médecin, j'ai pris en fait ceci, et pour que ça n'ait pas d'autres répercussions, d'autres soucis ou ça n'engage pas autre chose. Donc je pense que là, on a bien établi ce problème-là. Ce n'est pas un problème. Et puis, la grande différence, effectivement, c'est un problème de codification, c'est un problème de structure, de méthode et de process, parce que nous, on n'a pas, dans la médecine traditionnelle, il y a des protocoles qui n'ont pas été bien mis, en fait. Donc, on se base beaucoup plus sur des expériences passées, mais rien n'est... Bon, enfin, la plupart des choses ne sont pas écrites ou bien ne sont pas consignées, ce qui fait en sorte que c'est ça peut-être la lacune de cette médecine traditionnelle, si on veut la comparer à la médecine moderne qui est beaucoup plus structurée, parce que c'est vrai que la médecine elle se base sur l'expérience hein, sur une longue période d'années. Donc, dans nos pays africains, par exemple, par exemple chez nous, dans la zone subsaharienne, il y a des pygmées qui, effectivement, sont reconnus pour soigner beaucoup de maladies. Mais je pense qu'effectivement, ça, le problème, c'est que ce n'est pas codifié. On ne peut pas te dire, voilà comment ça a été fait pendant des années. On a toujours soigné avec ça. Et ce n'est pas dans un document qui est universellement connu. Donc peut-être Ouais. le monsieur qui le fait au village, il a effectivement, il sait, il a déjà bien identifié ce qu'il faut, il a anticipé même sur peut-être des complications, mais il n'a peut-être pas mis ça dans un livre qui fait en sorte que ça lui donne beaucoup plus de valeur. Donc, Ouais, c'est ouais. peut-être ça la grande différence entre les deux médecines. J'espère que Junior, ce que je dis est jusqu'à présent correct. Donc, pour ceux Ouais, ouais. qui nous suivent, c'est un peu ça qu'on est en train de voir. Et c'est que nous, on souhaiterait aussi à la fin, parce que là, il va nous rester 5 à 6 minutes. Ce qui est important, c'est de stimuler des carrières. Hein, c'est stimuler le désir pour les jeunes de faire de la science. Donc, Ouais. il est important que vous compreniez que vous pouvez même faire la médecine moderne, mais en utilisant des produits traditionnels, parce que les Chinois l'ont démontré que c'est possible. Ouais. Donc, moi, si j'ai une autre question, une faveur à te demander, Junior, c'est de savoir, est-ce que tu peux, parce qu'il nous reste 4 minutes, est-ce que tu peux, par exemple, décrire un parcours qui permet effectivement de devenir scientifique ou alors de devenir médecin? Question de pouvoir stimuler cette envie, donner ce courage-là aux jeunes qui sont encore peut-être en train de faire le AS, c'est-à-dire ils ne sont pas encore au lycée et qui peuvent être intéressés ou alors qui souhaiteraient faire la médecine. Qu'est-ce que tu peux... on sait que bon, les médecins ils sont cartésiens, mais il y a d'autres valeurs qu'il faut peut-être inculquer aux gens. Vraiment, une très bonne question parce que d'une part, nous souffrons tout plus dans ces problèmes-là dans notre communauté. Nous n'avons pas beaucoup de gens qui partent vers ce genre de profession par rapport à beaucoup de barrières. Je peux dire la langue, j'ai mis des barrières d'abord ici, il faut apprendre l'anglais et tout. Mais pour ces jeunes qui sont nés, qui ont une facilité de parler l'anglais, qui font la A-level, d'abord il faut aimer d'abord les Les sujets qui sciences. sont à la sciences comme le chemistry, biologie. Et quand vous le faites pendant votre A-level, il y a beaucoup de routes. Ce qui est bien avec l'Angleterre, on a structuré la médecine avec beaucoup de disciplines en fait. Si vous voulez faire comme moi, devenir biomedical scientist, il faut faire des placements qui, pendant l'université, il ne faut pas seulement faire le cours de 3 ans, il faut faire une année de training pour faire ce qu'on appelle portfolio, et cela va t'amener à avoir votre matricule qu'on appelle avec HSPC registration. Ce Oui. temps-là, ça va vous amener à avoir cette reconnaissance-là dans le monde scientifique de l'Angleterre pour avoir la compétence de practice as a biomedical scientist. Et cela n'est pas donné à toutes les universités. Les universités qui sont accredited sont les seules qui peuvent donner cette option-là.
Si votre université n'est pas accréditée, vous pouvez utiliser le website IBMX, là où vous allez voir la liste des universités en Angleterre qui sont accréditées. Et lorsque votre université se trouve sur cette liste, demandez l'option de faire le Apply Science, qui va vous amener à faire le placement. Et lorsque vous avez votre degree, vous aurez à voir le placement et aussi la qualification de votre honneur. Et autour de ma carrière, je peux faire la spécialisation en biochimie clinique. Et vous pouvez ajouter ça après. Vous pouvez aussi faire votre maîtrise et votre PhD. Cela peut être ajouté pendant votre carrière. Et en bref, il y a trop de disciplines. En fait, il y a la microbiologie, il y a la microbiologie, il y a la biochimie clinique, il y a l'hématologie, il y a l'histologie, il y a tant d'autres, hein, dépendamment de ce que vous trouvez que vous aimez. Et vous allez être spécialisé à l'une de ces disciplines-là. Bon, pour ceux-là qui veulent aller plus loin, ils peuvent aller faire le PhD et pour essayer d'avoir plus de connaissances. Donc, c'est vraiment une carrière qui est, je veux dire, tu étudies la vie en fait. Tout à fait. C'est intéressant. Ouais. Non, merci Junior pour le temps que tu prends déjà pour pouvoir susciter ces carrières-là. Je ne sais pas si il nous reste 1-2 minutes, si tu as un dernier mot à l'endroit de tous ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui et puis on pourra clôturer. Donc, je dis seulement merci à nos auditeurs et je demanderai seulement à notre communauté africaine, tous nous puissions être vraiment toujours unis et essayons tous de supporter ce genre de mission et essayons aussi de nous documenter et d'essayer de plus nous communiquer aussi entre nous parce que quelque part il y a certaines maladies qui sont typiquement africaines et nous pouvons que aider en étant en train de parler. Essayons de nous en fait, ne gardons pas des choses que pour nous-mêmes. S'il y a quelqu'un qui a une facilité ou bien quelqu'un qui a une facilité d'aider un frère pour faire des stages, essayons d'ouvrir ces portes et en étant ensemble que nous pouvons faire la force de notre communauté. D'accord, merci beaucoup. Il y a des questions qui arrivent là. Là, on a terminé. Il est impossible qu'on puisse continuer. Désolé. L'émission, c'est 1 heure. C'est de 14h à 15h. Donc, nous allons devoir arrêter en ce moment parce que la régie nous fait des grands gestes. J'ai Serena qui est là. Merci Serena de m'avoir accordé notre minute. Et merci de nous avoir écoutés. Et à la semaine prochaine, mardi, sur notre site internet, vous aurez le sujet pour samedi prochain. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Merci. Merci.